Donc, chers téléspectateurs, j'aimerais bien vous présenter les différentes déclarations, les différentes réactions à propos de cette conférence de COP26 qui se tient actuellement à Glasgow. Par exemple, le Premier ministre britannique Boris Johnson, à l'inauguration de ce rassemblement, a dit « Si Glasgow échoue, tout échoue ». 6 ans après la signature historique, c'est d'après la réaction de la presse européenne en général, la presse française en particulier. 6 ans après la signature britannique, ou historique plutôt, de l'accord de Paris, la communauté internationale a rendez-vous à Glasgow pour la 26e conférence des parties COP qui doit marquer une accélération de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, bien sûr, a averti Boris Johnson, un échec déclencherait une colère incontrôlable. Mais si la conférence du climat de Glasgow, selon toujours Monsieur le Premier ministre, n'aboutissait à rien de concluant, cela déclencherait dans le monde une colère, une impatience incontrôlable. Mais la presse et les activistes pour l'action climatique, les manifestations posent cette question. Les COP sont-elles encore utiles? Le COP se succède chaque année depuis 1995 sans parvenir à faire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, ces grands rassemblements internationaux ne sont pas obsolètes. La réunion de la dernière chance, un tournant pour l'humanité, une question de vie ou de mort, un événement donc, qui se répète chaque année. Et la question, c'est toujours la même. Est-ce que les discours de ces grands leaders, notamment des grandes économies mondiales, vont concrétiser ces discours, vont être concrétisés sur le terrain à travers l'action climatique? Donc, c'est presque notre grande question discutée durant les prochaines minutes avec notre invité de marque qui se trouve actuellement au studio de l'Alteva International, M. Ahmed El-Lessi Nassef, un écrivain, mais aussi c'est un consultant en gestion et en économie. À côté de ça, c'est un analyste politique. Vous êtes le bienvenu sur l'Alteva International. Merci à vous, bonsoir. Merci beaucoup. Donc, ma question, comment vous avez suivi de tels appels et les différents discours prononcés par les différents leaders du monde? Écoutez, c'est compliqué. Oh. C'est pas simple. Hein? Oui. Si on prend les choses, on pèse les choses du côté de l'environnement et tout ça, ben, tout le monde est d'accord qu'on a un problème. Et je pense que déjà ça, c'est un avancement parce qu'il n'y avait pas trop longtemps qu'il y avait des chefs d'État qui mettaient en cause est-ce qu'on a vraiment un problème de climat, oui ou non. Je pense qu'aujourd'hui, cette question est derrière nous, que tout le monde est plus ou moins d'accord qu'on a un problème et un problème très sérieux. La question maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très facile de dire, ben, on va arrêter d'utiliser du pétrole, on va arrêter de faire ça. Mais ça me rappelle, quand je travaillais dans une des sociétés, on avait toujours ce challenge parce qu'on mettait des boissons dans des bouteilles en plastique. Et on avait une résistance, surtout en Europe, dans cette société globale qui est très responsable, mais on avait une résistance énorme contre ça. Et on a développé d'autres moyens pour mettre les boissons. Mais la minute où on dit que, écoutez, c'est ça qui va être beaucoup plus, comment dire, écologiste, si vous voulez, mais ça coûte un tout petit peu plus. Et là, non, ça coûte plus, non. Je veux être responsable vis-à-vis de l'environnement, mais je ne suis pas prêt de payer plus. Le dilemme qu'on a aujourd'hui n'est pas très loin de ce petit exemple. Parce que, pour commencer avec, on doit tous savoir que 80% des émissions qui sont en train de faire, de polluer l'atmosphère du planète, ils viennent de 20% des économies les plus grandes dans le monde. Et là, c'est une dilemme, parce que ces économies, surtout si on regarde les plus grandes économies, les États-Unis, la Chine et l'Allemagne et tout ça, ils sont en une concurrence, en compétition très très sévère entre eux. Et la vérité des choses, qui n'est pas très souvent bien prononcée, que ces mesures coûtent de l'argent.
Qu'est-ce que ça veut dire que ça coûte de l'argent? Ça coûte de l'argent, ça veut dire que les produits ne vont pas être aussi bon marché qu'ils sont aujourd'hui. Donc, chacun veut le faire, veut prendre les mesures qui sont sensibles, qui sont responsables vis-à-vis de la planète, mais en même temps, il ne veut pas avoir les coûts supplémentaires, qui n'est pas très faisable. Au moins, disons que ça, ce n'est pas très faisable avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais personne ne veut commencer jusqu'à ce qu'on ait la solution complète. Mais la technologie, avec la façon, la cycle de la technologie, elle est chère quand on fait l'introduction, et après l'utilisation et le développement, à long terme, ça va être rentable. Baisse. Donc, c'est un peu une compliqué. Histoire on commence où, ok? C'est le poulet ou l'œuf, ok? Parce que si on commence maintenant, donc, qu'est-ce que ces grands chefs d'État? C'est pas qu'ils sont irresponsables ou ils veulent faire du mal à la planète, mais ils veulent rester concurrentiels. Ils veulent garder les coûts, parce que les coûts, ça veut dire quoi? Ça veut dire des travails. Et doper même la croissance économique mondiale, parce que nous sommes en fait dans une guerre économique mondiale. Absolument, entre tous les côtés. Mais en fait, l'un des messages qui a été lancé pendant ce rassemblement, c'est par exemple sauver la planète, c'est-à-dire sauver la vie humaine. Les changements climatiques sont des menaces existentielles, mais la pandémie de Covid-19 a appris beaucoup de leçons. L'action nationale séparée ne suffit pas dans le traitement avec les crises mondiales. Absolument. Ce qui était très intéressant, que si je ne me trompe pas, il y avait quelques mois, presque, peut-être même un peu plus, que quand ils ont mesuré la qualité de l'air, ils ont trouvé qu'il y a une amélioration. Et l'amélioration, ça vient d'où? Ça vient que dans le temps du Covid, l'arrêt de la tout le monde est resté chez lui. Oui. Donc, si on n'utilise pas les voitures... Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut rester sur cette modus operandi pour longtemps. Donc là, et c'est pour ça que l'accord de Paris a échoué, je pense. Hein, c'est un avis très personnel. Mais je pense que ce qui a été inclus dans l'accord de Paris, c'était des choses qui sont un peu trop en rose, ok? Si on va réduire par ça, mais est-ce que vraiment c'était faisable? Et c'était pas vraiment faisable. Mais d'où provient même l'importance qui a été lancée aujourd'hui, il y a presque 1 heure ou 1 heure et demie, par le président Abdel Fattah al-Sisi, l'action climatique, l'action contre le réchauffement ou l'action contre les changements climatiques ne sont plus des options, mais ils se sont devenus, cette action est devenue de plus en plus très fatale et ne supporte pas l'ajournement. Oui, mais en même temps, et c'est là où la dilemme vient, on ne peut pas se retarder encore plus. Mais en même temps, il y a une compétition énorme, surtout avec les grandes économies, entre les grandes économies. Donc, comment faire? Et c'est là que on doit... Comment faire, par exemple, ici, il y avait des messages lancés à travers ce rassemblement, à travers les différentes interventions de la part des leaders, de la part des activistes, c'est par exemple stopper le financement de la carbonisation, stopper le financement des combustibles fossiles. Et essayer de se tourner vers... Le président américain a répondu à ça hier. Vers l'économie verte, parce que même le président a présenté un exemple. L'Égypte a lancé des initiatives concrètes sur le terrain en ce qui concerne la transformation vers l'économie verte. On discute globalement et puis on voit les choses que le président Sisi est en train de faire, parce que je pense qu'il est en train de nous prendre vraiment avec une cadence et une vitesse qu'on ne l'a jamais vu en Égypte avant. Le président américain a donné un discours très important hier. Il a dit « Je comprends, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai des gens qui... Je ne peux pas arrêter le pétrole comme ça. J'ai des gens qui doivent partir au travail. J'ai des gens qui ont des familles à nourrir, à soutenir. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est mauvais, on l'arrête. Non, parce qu'on a toute une économie, malheureusement, on peut dire malheureusement, qui a été formée sur la base que
c'est comme ça que ça marche. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre que si on va continuer comme ça, dans presque une centaine d'années, la planète ne va être plus là, ne va être plus vivante. Je viens d'entendre, c'était le président de Honduras qui a dit quelque chose qui est très intéressant. Dans les 20 ans passés, Honduras a subi 82 crises climatiques. Et dans 67, c'était à cause de réchauffement. Donc, on a plus, maintenant, on ne peut plus nier, et c'est ça ce que le président Sisi était en train de dire, que maintenant, ce n'est plus, c'est un peu comme les cigarettes, si vous voulez, est-ce que ça fait du mal, ou maintenant, c'est pas un sujet de discussion. Donc, on a un problème aujourd'hui. Ok, donc on dit toujours que définir un problème climatique qui va générer de plus en plus des problèmes socio-économiques. Absolument. Des problèmes qui concernent actuellement la vie humaine même. Absolument. Les inondations, des sécheresses, des forêts qui sont brûlées, ainsi de suite. Tout ce qui est en train de se passer, les typhoons et tout. Mais je pense que 50% de la solution, si on avoue le problème. Et c'est ça ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que après Paris, pas seulement à Paris, on avait des chefs des États qui étaient en train de se manquer du réchauffement global. Okay? Mais là, aujourd'hui, je pense que tout le monde est sur la même page. Donc, tout le monde est d'accord que la planète, les humains, et ça n'a rien à faire avec ta nationalité, tu es un être humain, tu es un être vivant, même pas seulement humain, hein? Tu es un être vivant, tu vas être affecté négativement par ce qui est en train de se passer. Donc, on a besoin d'une solution. Là, je pense que tout le monde est d'accord, jusqu'ici. Après, le pas d'après, c'est pas exactement que tout le monde est sur la même page. C'est quoi la solution? Parce que quand on regarde les activistes et tout ça, c'est très facile de dire on arrête le pétrole, on arrête ça, mais on a des économies. On a de l'agriculture à faire. On a besoin, parce que malheureusement, une deuxième fois, malheureusement, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui sont basées sur des technologies et des bases qui ne sont pas les meilleures pour la planète. Donc, ça va nous prendre un peu du temps pour développer des technologies alternatives qui sont en même temps efficaces du point de vue économique. J'ai en fait un reportage à proposer dans les prochaines minutes en ce qui concerne comment l'Égypte s'est transformée vers l'économie verte. Mais justement, j'aimerais bien parler un peu plus de ces messages lancés par le président aujourd'hui. Il a parlé même de ce modèle de développement au sein de l'Égypte. Monsieur Antonio Guterres, par exemple, a été déçu des résultats de G20. Comme vous savez, les pays de G20 représentent les pays qui représentent presque 80% des pays qui fait des émissions à effet de serre. Aujourd'hui, le président a dit, par exemple, il faut avoir une sorte de coopération entre les pays développés et industrialisés notamment, et les pays moins développés ou en développement. Et ça, le financement apporté par les pays développés aux autres, c'est ça qui va changer l'action climatique sur le terrain dans chaque pays en développement. Donc, toujours, on parle de financement dans le cadre des investissements. Pour commencer avec, malheureusement, que les pays qui sont un peu moins développés sont en train d'importer la technologie des autres pays qui sont plus développés. Donc, par exemple, ces pays qui sont moins développés ne fabriquent pas des voitures. Donc, ils doivent attendre que les pays industriels, les J20, développent des voitures qui sont beaucoup plus responsables vis-à-vis de l'environnement pour qu'ils l'utilisent. Donc, eux, ce ne sont pas vraiment là où on a le problème. Ce sont des exécuteurs, si vous voulez. Ce n'est pas leur décision parce que ce n'est pas là où on a la technologie et là où il peut changer les choses. Ce n'est pas dans leurs mains. Okay? La seule chose peut-être qui peut contribuer, c'est de garder ou préserver
les verdures, les forêts qui sont vraiment les poumons de la planète. Ouais. Parce que ça, ils peuvent le faire. Et même arrêter la déforestation. C'est-à-dire l'anéantir des forêts, la déforestation. Parce que, par exemple, le Premier ministre britannique a dit que l'une des solutions qui ont été proposées, c'est comment arriver à cultiver plusieurs arbres dans les régions du monde afin de lutter contre le changement climatique. Avant ça, qu'on arrête de couper des arbres qui existent aujourd'hui. Ouais. Donc ça aurait été un très bon premier pas. Okay? Qu'on arrête d'arracher les arbres, d'éliminer les forêts, avant qu'on voit où est-ce qu'on va ajouter. Parce que c'est normal, hein, parce que ça n'aide à rien qu'on arrache des arbres qui étaient sur place il y a des centaines d'années pour mettre ou commencer avec des petits arbres. Donc ça, c'est pas donc on commence par arrêter et préserver la verdure du monde. C'est ça les poumons du monde. C'est ça les produits qui produisent l'oxygène qu'on veut respirer. On doit le garder pour commencer avec. Et deuxièmement, et ça retourne une deuxième fois. La décision sont dans les pays ou les économies industrielles. C'est là où ils ont les puissances, c'est là où ils ont les financements et c'est là où ils ont les technologies. Okay? C'est très intéressant de voir ce que l'Égypte est en train de faire là. Et vraiment, vous voulez qu'on discute ça ou nous devons tout de suite proposer ce reportage. Avant ça, j'aimerais bien noter que le président Abdel Fattah al-Sisi a dit que l'Égypte avait un exemple concret sur le terrain en ce qui concerne la transformation vers l'économie verte. Et l'Égypte essaye de se transformer même vers l'économie verte, vers l'énergie renouvelable, pro-environnementale dans le domaine du transport, dans le domaine de l'assainissement de l'eau, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, je dois vous rappeler que les pays du monde entier se transforment en ce qu'on appelle l'économie verte en tant que nouvelle stratégie pour réduire les risques environnementaux associés à l'économie, car l'économie verte vise à atteindre un développement durable sans que ce développement ne conduise à un état de dégradation de l'environnement. L'Égypte est le premier pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, qui s'est transformé vers l'économie verte. Donc un tout petit reportage qui va vous donner plus de chiffres, plus de figures en ce qui concerne comment l'Égypte a déployé des efforts très sincères, très concrets ici pour cette transformation vers l'économie verte. L'Égypte a lancé plusieurs projets d'utilisation d'énergie nouvelle et renouvelable. 14% du total des investissements publics ont été consacrés à ces projets. La valeur du portefeuille égyptien de projets verts est de 1,9 milliard de dollars et le projet de complexe d'énergie solaire de Bemben d'un coût de plus de 2 milliards de dollars en plus de la mise en œuvre du projet de train électrique d'un coût de plus de 1,2 milliard de dollars. Les pays du monde entier se transforment en ce que l'on appelle l'économie verte en tant que nouvelle stratégie pour réduire les risques environnementaux associés à l'économie, car l'économie verte vise à atteindre un développement durable sans que ce développement ne conduise à un état de dégradation de l'environnement. L'Égypte a commencé à prêter attention à ce type d'économie comme l'un des moyens principaux et importants dans les plans de développement global à travers la mise en œuvre de nombreux projets qui correspondent aux priorités économiques et environnementales de l'État. L'économie verte est l'un des outils les plus importants disponibles pour parvenir à un développement durable car elle conduit à l'amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en prenant soin de réduire considérablement les risques environnementaux du programme des Nations Unies pour l'environnement 2010. Le gouvernement égyptien a décidé que 50% des critères du plan de l'État devraient être compatibles avec les normes environnementales pour intégrer la dimension environnementale dans les projets des autres ministères, afin que 50% des projets des différents ministères atteignent des projets verts au cours des prochaines périodes.
Les projets les plus importants sont dans les secteurs de l'électricité, de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement et sont mis en œuvre pour réaliser la vision 2030. Des travaux sont en cours pour atteindre 30% de projets verts et le pourcentage passera à 50%. Augmenter les investissements publics orientés vers les projets verts de 15% au cours de 2020-2021. Le nombre de projets verts inclus dans le plan de l'exercice 2020-2021 est d'environ 691 projets pour un coût total d'environ 447 milliards de livres égyptiennes. Le portefeuille égyptien de projets verts éligibles s'élevait à 1,9 milliard de dollars en septembre 2020, dont 16% dans le domaine des énergies renouvelables. L'Égypte a émis les premières obligations vertes de la région d'une valeur de 750 millions de dollars en septembre 2020, l'une des 3 émissions d'obligations vertes dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au cours de l'année écoulée. L'économie verte comprend 6 secteurs, dont les bâtiments verts, les énergies renouvelables, y compris l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les transports durables, la gestion de l'eau, des terres et des déchets. Et à noter que l'économie verte est utilisée dans les industries émergentes et dépend des énergies renouvelables, éoliennes et solaires, en plus d'aider à fournir de l'énergie dans les bâtiments verts afin d'atteindre la plus haute efficacité. Donc c'est un reportage très important pour montrer comment l'Égypte a déployé des efforts afin d'arriver à cette transformation vers l'économie verte. 14% du total des investissements publics ont été consacrés à ces projets pro-environnementaux. C'est énorme. 14%, ça veut dire 1 sur 7 projets. Chaque 7e projet, c'est un projet qui a une dimension écologique. Si jamais les G20 avait une ratio pareille, on n'aurait pas probablement dû avoir cette discussion pour commencer avec. Dépenser presque 2 milliards de dollars pour un pays comme l'Égypte dans des investissements, c'est énorme. Donc, je pense que le président a une vision très stratégique. Il est en train de regarder le futur. Il comprend parfaitement que le futur, ce n'est plus dans le pétrole, c'est dans ces genres d'industrie. Et là, il est en train de focaliser les ressources du pays sur le futur. Et c'est comme ça qu'on gagne sur l'échelle mondiale. Ouais. C'est pas si on travaille sur le passé, c'est travailler sur le futur. Et il y a l'Égypte, on est un peu chanceux, c'est un don, qu'on a autant de soleil, donc avec la bonne technologie, on peut toujours faire de l'électricité, produire de l'électricité d'une façon très, très responsable, très écologique. On a beaucoup d'air, surtout dans la région est du pays. Donc, on a l'aérolienne comme énergie qui est énorme. Et là, on est un peu avancé, on est un pas avant du jeu, si vous voulez. Ouais. Donc, je pense que stratégiquement, on est en train de faire ce qui est très correct pour le futur du pays et pour nos enfants et nos grands-enfants. Parce que vraiment, la question va venir... dans quel état on a reçu la planète? Boris Johnson même a dit que selon lui, la jeune génération va nous juger. Il parle des leaders du monde d'aujourd'hui. Il a raison, parce que dans quel état on a reçu la planète, et dans quel état on est en train de passer la planète aux générations qui suivent. Donc, j'espère que, normalement, que ce n'est pas dans un état qui est beaucoup plus pire de celle où on l'a reçu. Oui, et ici même, il y a ce qu'on appelle une responsabilité historique. Les pays africains, les pays notamment en développement, notamment les pays africains, subissent, bien sûr, les impacts négatifs de ces changements climatiques, alors que, par exemple, selon le président Abdel Fattah al-Sisi, les pays africains, selon les sources de financement disponibles chez eux, essaient toujours d'avoir un travail sérieux sur le terrain pour lutter contre le changement climatique. Et ici se pose cette question des droits de l'homme et des droits de l'humanité. Ces grandes économies, ces grands pays qui parlent de ce sujet quand il s'agit
de leurs intérêts, c'est tout à fait le contraire. Ils se transforment en tant que des muets. C'est un peu dommage, mais c'est ça l'économie, c'est ça la politique. C'est ça la démocratie? Le slogan? Ça peut-être oui, peut-être non. Mais ce qui est le droit de l'homme, c'est pour commencer avec, hein, d'avoir une planète vivable. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, on ne peut pas dire que le droit de l'homme, c'est ça. Ben, pour commencer avec, donner les générations, je veux dire, qui nous suivent, une planète vivable. Parce que si on va leur donner une planète qui est pleine des orages, des problèmes climatiques, c'est quel genre de planète qui souffre de ces changements climatiques, qui va pousser les gens à l'immigration clandestine, à la violence, aux guerres, aux conflits, et ainsi de suite. Les maladies. Et après ça, et ces grands pays économiques qui sont attractifs aux yeux des jeunes Africains se plaignent de telles vagues d'immigration, ainsi de suite. Tout à fait. Mais ça reste, on retourne au dilemme où on a discuté quand on a commencé notre discours. Parce que il y a des décisions à être faites. Il y a des décisions qui ne sont pas très faciles. Parce que là, dans tout le monde, hein, et surtout dans le monde industriel, les décisions qu'un parti ou qu'un gouvernement est en train de prendre, c'est là qui génère le support qui vient normalement des sociétés qui sont en train de nourrir l'économie et supporter les politiciens. Donc, personne ici ne veut prendre des décisions qui vont faire mal aux sociétés, mais ça reste exactement dans quel état on va livrer la planète à nos enfants, à nos grands-enfants. Donc, il y a des décisions, et vraiment, ce n'est pas des décisions faciles. Mais il y a toujours deux poids, deux mesures dans cette politique adoptée à l'égard de changements climatiques, c'est ça qui doit être... à l'égard même des droits de l'humanité tout entière dans la vie. Vous avez le droit, le premier droit de l'homme, c'est d'avoir de l'oxygène, de respirer. Oui. Ça, c'est le premier droit. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être quelquefois contrôler le transport entre un pays ou l'autre, on peut contrôler l'eau, mais personne ne peut contrôler l'air. Et c'est fait comme ça parce que tout le monde a ce droit. Et si on va polluer l'air, que tout le monde est en train de respirer, là, on peut mettre en cause, c'est quoi le droit de l'homme? Oui. Ce qui a été noté pendant Glasgow, c'est l'absence de la Russie et de la Chine pendant cette fois-ci. Parce que c'est l'absence physique, parce que je pense que le président chinois, si je ne me trompe pas, a communiqué, mais à travers la vidéoconférence, si je ne me trompe pas. Vous parlez de G20 ? Oui. C'est plutôt de G20. Oui. Et il était dans sa bulle sanitaire, mais pendant cette séance ou cette conférence de COP26, il y a toujours une absence de la part de la Russie et de la part de la Chine. Okay. D'après les analystes, ces deux pays sont, ou l'économie de ces deux pays sont basées sur le charbon, basées sur la carbonisation, et ça dans le cadre de cette crise énergétique dont souffre le monde entier. Écoutez, une deuxième fois, ils sont des pays qui sont très importants sur l'échelle mondiale. Est-ce que... Et Guterres même ça reste trop facile, ça reste quand même trop facile à accuser ceux qui ne sont pas présents. Donc... Guterres même était déçu des résultats de G20. Et d'après les manifestants, ils disent que ces résultats ou ces accords de G20 ne représentent que des problèmes pour la COP26. Oui. Oui, il a dit ça. Et je pense que, surtout, les G20 sont vraiment responsables pour ce que la planète est en train de subir aujourd'hui. Peut-être
je ne sais pas si c'est divisé 1 sur 20 pour chacun parmi eux, mais quand même, oui, la Chine, oui, la Russie, mais ça ne nie pas que les autres 18 membres sont encore responsables. Mais on retourne aux mêmes premières lignes. La concurrence, la compétition commerciale entre la Chine et les États-Unis, parce que vraiment, c'est là où c'est une compétition très, très atroce, absolument. Et là, est-ce que la Chine, logiquement, est prête à adopter un genre d'électricité ou un genre d'énergie qui est plus cher pour qu'il ajoute des coûts sur ses produits, parce qu'on se rappelle tous que la façon avec laquelle la Chine est en train de faire les croissances, c'est par un contrôle énorme sur les coûts. Et là, c'est très souvent que les États-Unis les attaquent sur les droits de l'homme et tout, à cause des heures de travail, etc., etc. Mais est-ce qu'ils sont prêts pour changer la façon avec laquelle ils génèrent leur énergie? C'est une très grande question. Je ne sais pas vraiment s'ils sont prêts à ça. Et écoutez, il y avait 196 pays dans cette conférence. Si on prend 176, OK, et ils changent tout, ils ne vont rien changer. Parce que la vérité des choses, 176 sont responsables seulement pour 20% de ce qui est en train de se passer dans la planète. Ouais. Donc, c'est bien que tout le monde est ensemble, c'est bien qu'on discute, tout ça c'est super bien. Mais si on veut vraiment changer les choses, on doit aller vers les grands vins. Et ça reste, est-ce qu'ils sont vraiment sincères, si vous voulez, à faire ce Encore une fois, la question qui s'est posée à propos de la COP 26 à Glasgow, à quoi sert? À quoi ça sert plutôt? Est-ce que vraiment c'est le sommet de dernière chance? Oui ou non? Est-ce que les G20 ont dit leur mot? Non à l'arrêt de cette croissance économique et non à la réduction de température de la Terre de moins de 1,5. Oui. Je pense que ce discours de Premier ministre anglais, on le comprend, il est en train de lancer le forum avec beaucoup d'attention. Est-ce que c'est le fin du monde? Non, c'est pas. On ne doit pas aussi s'inquiéter énormément comme ça que c'est le fin du monde demain matin. C'est pas aussi mauvais que ça. Mais ça sert à quoi? Ça sert que au moins aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on a un problème. Ouais. Il y avait 10 ans que, même moi, si on prend je ne veux pas nommer, mais les chefs d'État qui ne sont plus sur la scène mondiale aujourd'hui, ils étaient en train de se manquer de l'histoire. Non, il fait beau, ils disent le réchauffement global, où ça, je ne le vois pas. C'était sur tous les médias, mais bien médiatisé. Donc, au moins, je pense que tout le monde, au moins, on est d'accord qu'on a un problème. Donc ça, c'est 50% de solution. OK? Mais je pense que où on n'a pas tout à fait réussi, qu'on n'est pas encore d'accord sur les solutions qu'on doit faire. Les directions, on est d'accord dessous. Ça veut dire qu'on doit utiliser de façon moins polluante. On doit trouver de l'énergie renouvelable. Donc, ces directions, je pense qu'il n'y a personne qui s'oppose à ces directions. Mais ça reste des directions. Ce ne sont pas des actions. Oui, ça ne va pas changer demain matin. À une autre question. Comment même nous pouvons garantir, nous pouvons arriver à avoir des garanties en ce qui concerne les mécanismes qui vont être appliqués sur le terrain pour dire que oui, les engagements de ces grands pays industriels ou les pays en développement
marche vers la transformation, par exemple, vers l'économie verte ou contre le changement climatique? Un pas en plus. Même si on a ça aujourd'hui, on doit être sûr que ça ne va pas changer dans 3 ans. C'est ça ce qui s'est passé. Il y avait quelqu'un qui a signé sur les États-Unis, ce n'est pas un secret, ils ont signé. Il y a eu un changement de parti. OK, il est sorti. Donc, on a besoin même aussi d'une continuation. Parce que ces solutions ne sont pas des solutions de moyen terme. Ce sont des solutions de macro, ça veut dire que de long terme. On va rien changer dans quelques mois, mais peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Okay? Là, on a besoin d'une continuation dans la direction stratégique d'un pays ou l'autre si on veut arriver à une solution, pas aujourd'hui, mais même dans 30 ans. Oui. Monsieur Ahmed Lessi Nansif, comme d'habitude, le temps passe très vite avec vous. Je sais que vous avez d'autres commentaires, d'autres analyses en ce qui concerne COP26 et en ce qui concerne cette attitude mondiale envers la responsabilité des leaders du monde à l'égard de la planète. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Donc, c'était tout pour cette édition. Et rendez-vous demain avec une autre édition de votre émission semi-quotidienne. Direct. Au revoir.